Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'histoire tragique et complexe survenue le 18 juin 2018 à Middlebury, dans le Vermont, aux États-Unis. Ce jour-là, un homme autrefois promis à un bel avenir a commis un double meurtre, soulevant des questions profondes sur la manipulation, la culpabilité et la vengeance. Il s'agit d'un dossier qui a bouleversé toute la communauté, et plus encore lorsque la vérité a éclaté au grand jour quant à la véritable nature du passé de chacun des protagonistes. Si vous aimez ce genre de récit et que vous souhaitez en découvrir davantage sur des affaires criminelles réelles, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dans la paisible petite ville de Middlebury, les habitants ont longtemps cru que le danger se trouvait toujours ailleurs, dans les grandes villes ou les recoins sombres d'endroits inconnus. Pourtant, c'est bien ici, dans une rue résidentielle banale, que tout a basculé. Au centre de l'histoire se trouve un homme nommé Richard Bradley Keller. Âgé de 47 ans, connu autrefois pour être un brillant ingénieur en logiciel. Avant les événements qui allaient détruire sa vie, on le décrivait comme une personne responsable, intellectuelle et relativement discrète, même si certains affirment aujourd'hui qu'il existait déjà en lui une certaine fragilité. La chronologie de son existence a brutalement viré au cauchemar lorsque Lorraine Elizabeth Decker, femme charmeuse d'environ 43 ans, est entrée dans sa vie. Lorraine travaillait comme agente immobilière et, au premier abord, se présentait sous les traits d'une femme avenante, attentionnée, quoique dotée d'une détermination que certains auraient jusque pu juger excessive. Personne ne se doutait à l'époque que Lorraine, derrière un sourire amical et de courtoises salutations, cachait un tempérament manipulateur et calculateur. L'histoire d'amour entre Richard et Lorraine avait débuté il y a de cela presque 20 ans. Ils s'étaient rencontrés au cours d'un dîner caritatif dans un hôtel de la région, organisé afin de récolter des fonds pour une association locale qui venait en aide aux personnes en difficulté. Certains convives encore présents se souviennent très bien du contraste saisissant entre ce jeune ingénieur timide, passionné d'informatique, et la jeune femme charismatique qui gravitait sans cesse autour de lui. Plus tard, Lorraine s'était mise en tête de le charmer, attirée, semble-t-il, par son intelligence, son statut professionnel florissant et la promesse d'un salaire confortable. Elle avait décelé, chez cet homme réservé, un potentiel financier certain. Il est vrai qu'à cette époque, Richard était déjà considéré comme un prodige dans son domaine. On racontait qu'il avait conçu de nouveaux algorithmes pour des entreprises de la région et qu'il empochait des revenus plus que substantiels grâce à son ingéniosité. Son cercle de connaissances en parlait comme d'un petit génie incapable de se défendre socialement, car trop candide et confiant pour se méfier des manigances d'autrui. Après s'être fréquentés pendant plusieurs mois, Lorraine et lui se sont installés ensemble. Lorraine, tout en souriant et en affichant ses airs de bienveillance, commença lentement à imposer une forme de contrôle. Elle s'invitait dans la gestion de l'argent du couple, prétextant une meilleure organisation. Elle encourageait vivement Richard à se reposer, à prendre des congés, à la laisser planifier leurs projets communs. Dans le voisinage, personne ne voyait le danger arriver. Les voisins, interrogés bien plus tard, se souvenaient pourtant que durant cette période, Richard paraissait souvent fatigué. On le voyait moins sortir, moins communiquer, comme s'il se repliait progressivement sur lui-même. Mais nulle alerte n'avait été lancée, car Lorraine se montrait toujours si avenante, si dévouée, racontant à qui voulait l'entendre que Richard traversait une phase de stress intense. Elle expliquait qu'il souffrait de problèmes mentaux naissants. Petit à petit, sans que les proches ne remarquent la supercherie, elle fabriquait de toutes pièces l'idée que Richard présentait des symptômes de dépression grave, d'anxiété ou même de psychose.
Le point culminant de cette manipulation arriva lors d'une visite programmée chez un psychiatre local. Lorraine avait convaincu Richard qu'il avait absolument besoin d'aide, qu'il était en train de perdre pied. Elle l'accompagnait, s'exprimait à sa place, lui servait d'interprète émotionnel, affirmant qu'il était parfois incohérent et qu'il ne parvenait plus à différencier la réalité de ses illusions. Pendant la séance, Richard, qui ne comprenait pas l'ampleur de ce qu'on disait de lui, restait confus et silencieux. Les témoignages indirects rapportent que Lorraine aurait même amené certains documents écrits, censés être des comptes rendus du médecin généraliste, montrant l'état mental déclinant de Richard. Plus tard, on découvrira que ces documents étaient des faux grossiers, soigneusement préparés pour conforter l'idée d'un patient en grave détresse psychologique. Les semaines qui suivirent furent décisives. Sous l'impulsion de Lorraine et avec l'accord d'un établissement spécialisé, Richard fut placé en observation. Les médecins, influencés par la version que Lorraine avait fournie, se persuadèrent rapidement que ce patient présentait un trouble majeur. Il est probable que Lorraine exagérait dans ses descriptions, affirmant qu'il se levait en pleine nuit pour parler à des « présences invisibles » ou qu'il perdait la mémoire de façon inquiétante. Personne ne se donna la peine de recouper les faits avec d'autres sources, tant l'attitude de Lorraine, inquiète et aimante en apparence, semblait crédible. Finalement, Richard fut interné à long terme dans une institution psychiatrique de la région. Il y resta 15 longues années. Pendant ces 15 années, la vie de Richard se résuma au couloir de l'hôpital psychiatrique. Selon le personnel soignant qui a témoigné plus tard, il était rarement agressif. Au contraire, il avait l'air d'un homme abattu, tristement résigné à un destin qu'il ne comprenait pas. Durant cette longue période, Lorraine semblait s'être évanouie dans la nature, ne lui rendant visite que sporadiquement, fournissant toujours des raisons floues à l'équipe médicale. En réalité, on apprit bien plus tard qu'elle menait une vie tranquille à Middlebury, loin de l'angoisse quotidienne de son prétendu compagnon interné. Elle avait vendu ou saisi la part des biens de Richard, s'était réapproprié la majeure partie de ses finances et continuait son activité professionnelle sans le moindre remords, selon plusieurs témoignages postérieurs. Lorraine avait une fille, Emily Rose Decker, qui, à l'époque de l'internement de Richard, n'était encore qu'une enfant. Officiellement, la jeune fille était censée être la fille d'un ancien compagnon de Lorraine. Mais il se révéla plus tard que l'adolescente était en réalité l'enfant biologique de Richard. Cette vérité, Lorraine la garda jalousement secrète. Emily grandit donc en croyant qu'un autre homme, un inconnu qui, de toute façon, ne vivait pas avec elle, était son père. Au fil des ans, Lorraine éduqua Emily comme une mère célibataire, et la jeune fille devint une lycéenne épanouie et sportive. Son entourage scolaire la décrivait comme intelligente, enthousiaste, aimant les sports d'équipe, notamment le volley-ball. Ses camarades se souvenaient de son sourire radieux et de ses tresses brunes, souvent coiffées en un long et élégant chignon ou en une simple queue de cheval. Peu à peu, la vie reprit son cours, et personne à Middlebury ne se rappelait vraiment de ce Richard dont on disait qu'il avait perdu la tête des années auparavant. Pendant ce temps, l'institution psychiatrique procédait à des examens réguliers. Les médecins se passaient le dossier de l'un à l'autre, entendant toujours la version d'une compagne absente. Seule la psyché meurtrie de Richard persistait, silencieuse, prisonnière de médication et d'une routine déshumanisante. Les années filèrent, si bien que lorsque l'équipe médicale effectua une évaluation approfondie, il fut déterminé que Richard, loin d'être psychotique, ne présentait plus aucun symptôme probant. Un nouveau médecin, plus consciencieux, examina son passé, remarqua l'absence d'antécédents sérieux et s'interrogea sur la légitimité même de l'internement. Après de multiples tests, observations et discussions avec l'administration de l'hôpital, on décida de le libérer. La date de sortie de Richard fut fixée au début de juin 2018.
Il avait 47 ans, et le temps passé entre les murs aseptisés l'avait transformé en un être maigre et épuisé. Ses cheveux longs et sa barbe mal entretenue témoignaient d'une négation quasi systématique de lui-même, comme s'il n'avait jamais envisagé qu'il pourrait un jour recouvrer sa liberté. Il errait désormais dans un monde qui avait radicalement changé depuis son admission, perdu dans les nouvelles technologies qu'il n'avait pas eu l'occasion de découvrir, sans argent, sans véritable foyer, et avec pour seul bagage la rancune accumulée contre celle qui l'avait trahi. À sa sortie, il fut brièvement pris en charge par un employé d'un service d'aide aux ex-patients en psychiatrie qui l'aida à s'orienter. Richard, cependant, semblait obnubilé par un seul objectif: comprendre ce qui s'était passé et se venger. Pendant quelques jours, il effectua des recherches, recueillit des informations et découvrit la vérité brutale. Lorraine avait continué sa vie comme si de rien n'était, revendant ses biens, s'affichant publiquement comme une femme d'affaires dynamique. La colère, l'amertume et l'impression d'avoir été la victime d'une injustice ont germé en lui à une vitesse vertigineuse. Il ne cessa plus de ressasser la douleur de ces 15 années volées. Une idée affreuse se forma alors, rendre Lorraine responsable de ses actes, mais à sa manière. La date fatidique tomba le 18 juin 2018 à Middlebury. Cette nuit-là, la police reçut vers 1h du matin un appel signalant des cris dans l'une des rues calmes de la ville. Selon les premiers témoignages de voisins, on aurait entendu des hurlements, puis un silence de mort. L'intervention de la patrouille locale fut immédiate. Un duo d'agents, suivi d'une voiture de soutien, se précipita sur les lieux. Ils trouvèrent la porte principale de la maison de Lorraine entrebâillée, apparemment forcée. Une scène d'horreur se présenta à eux dans la cuisine. Le corps de Lorraine gisait sur le carrelage, baignant dans une mare de sang, poignardé à plusieurs reprises. Tout indiquait qu'il y avait eu une lutte brève, mais violente. Sur le moment, ils ignorèrent encore l'existence d'Emily. Des pas ensanglantés menant vers le couloir alertèrent l'un des agents, qui découvrit le corps de la jeune fille un peu plus loin. Emily paraissait avoir tenté de fuir ou de s'interposer, et elle avait subi le même sort tragique. Le choc fut immense. Les habitants, réveillés par les lumières des gyrophares, virent s'affairer les équipes de police qui bouclaient le périmètre. Certains, sidérés, racontèrent n'avoir jamais vu un drame d'une telle ampleur. La presse locale commença à spéculer. Qui avait pu en vouloir à Lorraine au point de la tuer sauvagement? Que s'était-il passé pour qu'une adolescente perde aussi la vie? Les forces de l'ordre entamèrent immédiatement un large périmètre de sécurisation, interrogeant les voisins proches, vérifiant l'éventuelle présence de caméras de surveillance. Ils parlèrent à plusieurs riverains, qui évoquèrent un homme aux cheveux longs et à l'allure égarée, aperçu rôdant dans le quartier depuis quelques jours. Certains l'avaient vu fouiner, sans trop y prêter attention. Dans les heures qui suivirent, l'affaire fut confiée à 2 enquêteurs principaux, un officier chevronné et son collègue plus jeune. L'officier chevronné était réputé pour avoir élucidé des affaires de cambriolage violentes dans la région et pour adopter une approche très rigoureuse, quasi obsessionnelle, lors de ses investigations. Il aimait décortiquer tous les indices, de la plus petite trace de pas jusqu'à la moindre incohérence dans les témoignages. Son collègue, plus impulsif, misait souvent sur son intuition, posait de nombreuses questions et menait des interrogatoires prolongés afin de provoquer des aveux ou des contradictions. Ensemble, ils formèrent une équipe complémentaire. La première étape de l'enquête fut de passer la scène de crime au peigne fin. Des techniciens de la police scientifique relevèrent des empreintes de pas ensanglantées, effectuant aussi des prélèvements sur les armes du crime, apparemment un couteau de cuisine laissé sur place. Ils constatèrent qu'il y avait eu peu de traces de lutte dans la cuisine. Un tabouret renversé, un verre cassé
et quelques éclaboussures de sang sur les placards. En revanche, au sol, près du corps de Lorraine, on remarquait des entailles dans le linoléum, comme si l'arme avait ripé à plusieurs reprises. Le couloir, menant aux chambres, portait également des traces de pas, et l'une des portes montrait des éraflures, suggérant la panique de la jeune fille. D'après l'examen initial, la mort de Lorraine comme celle d'Émilie remontait à peu près à 00h30. Afin de comprendre les circonstances, les enquêteurs interrogèrent rapidement certaines connaissances de Lorraine, c'est-à-dire les collègues qui travaillaient avec elle dans le secteur immobilier, des voisins qui l'avaient vue ces derniers jours, ainsi que quelques amis qui avaient pu la fréquenter en soirée. Malgré la prudence de la police à ne pas divulguer trop d'informations, plusieurs faits finirent par fuiter, et la rumeur courut que Lorraine avait un passé trouble avec un homme interné. Les enquêteurs, eux, mirent la main sur plusieurs lettres administratives, découvertes dans la chambre de Lorraine. Elles semblaient liées à une affaire judiciaire datant de 15 ans, mentionnant un certain Richard Bradley Keller. L'officier chevronné, intrigué, fit aussitôt vérifier l'identité de cet individu dans les bases de données. Il apprit ainsi que Richard avait été interné dans un hôpital psychiatrique pendant 15 ans et qu'il venait d'être libéré. Les enquêteurs contactèrent l'hôpital, recoupèrent l'information et obtinrent la confirmation que Richard était sorti peu de temps avant le crime. Très vite, ils comprirent qu'il détenait potentiellement un mobile solide. S'il avait été hospitalisé de force sur instigation de Lorraine, il pourrait nourrir un profond désir de vengeance. Des recherches poussées mirent en évidence la responsabilité de Lorraine dans la décision d'internement. Elle avait fourni des pièces médicales, des témoignages troublants et entretenu l'idée d'un grave trouble psychiatrique. Le collègue plus jeune de l'officier principal, persuadé d'avoir trouvé leur principal suspect, en fit sa priorité. Il se rendit aussitôt dans divers refuges de la région, interrogea des associations venant en aide aux personnes en situation de précarité, se doutant que Richard pouvait chercher un abri discret. Par ailleurs, la police diffusa un avis de recherche dans tout le Vermont et ses alentours, mentionnant la dangerosité potentielle de Richard et rappelant qu'il était susceptible d'être armé. Contre toute attente, Richard ne se cacha pas longtemps. Le soir même du double homicide, le standard de la police reçut un appel énigmatique. Un homme, apparemment affolé, se présenta simplement comme la personne recherchée, puis donna une adresse où il se trouvait. La patrouille, en arrivant sur les lieux, trouva Richard assis sur un trottoir, tête baissée, un manteau jeté sur ses épaules pour se protéger de la fraîcheur nocturne. Il ne chercha pas à fuir, ni à se défendre. Ses vêtements étaient maculés de sang. Il tremblait et paraissait au bout du rouleau. Les agents l'embarquèrent sans qu'il oppose la moindre résistance. Dans les couloirs de la police de Middlebury, on procéda à un interrogatoire d'usage. Richard demeurait prostré, visiblement sous le choc. Les enquêteurs lui demandèrent de raconter ce qui s'était passé. D'abord, il refusa de parler, gardant un mutisme glaçant. Petit à petit, sous l'insistance du collègue plus jeune, il commença à lâcher quelques bribes. Il expliquait avoir été manipulé, trompé, qu'il avait perdu 15 ans de sa vie. L'idée de retrouver Lorraine l'obsédait depuis le jour de sa sortie. Ses propos laissaient entendre une soif de revanche absolue. Il raconta comment il était parvenu à localiser l'adresse de Lorraine, dont il n'était même pas sûr qu'elle vivait encore dans la même maison. Il disait être entré par effraction, l'avoir trouvée dans la cuisine. À ce moment-là, il l'aurait confrontée, lui hurlant sa colère, puis, dans un accès de rage, il s'était saisi d'un couteau sur le plan de travail. La suite, il la raconta avec une voix blanche. Les cris de Lorraine, le mouvement de panique, le coup fatal. Il reconnut l'avoir poignardée à plusieurs reprises. Cependant, le moment où Émilie apparut demeurait pour lui un trou noir. Il affirma qu'il n'avait pas prévu de la tuer, qu'il ignorait qu'elle était là. Quand elle était descendue précipitamment, il avait paniqué.
Il craignait d'être dénoncé, trahi à nouveau, et, dans cette frayeur absolue, il l'avait poignardé à son tour. L'aveu fut clair. Richard ne nia rien, ne chercha aucune échappatoire, mais martela sa version. Lorraine était la cause de tout. Selon lui, elle l'avait dépouillé, détruit, enfermé et lui avait enlevé la possibilité de vivre une vie normale. Les enquêteurs ne purent ignorer son récit si détaillé. Bien qu'il reconnût pleinement sa responsabilité, quelque chose dans son discours suggérait qu'il se voyait aussi comme la victime ultime de cette tragédie. Alors que le dossier se constituait, l'officier chevronné poursuivit ses investigations pour confirmer les dires de Richard. Plusieurs témoins ou collègues de Lorraine furent convoqués pour clarifier la situation. Il ressortit de ces entretiens que Lorraine s'était effectivement vantée d'avoir su gérer un partenaire instable, laissant entendre qu'il avait été aisément influençable. Personne ne s'était douté que la soi-disant instabilité de Richard pouvait être une invention de toute pièce. En fouillant la maison, les enquêteurs mirent la main sur une boîte métallique fermée, cachée au fond d'un placard dans la chambre de Lorraine. À l'intérieur, il y avait divers documents, parmi lesquels des copies de certificats médicaux clairement falsifiés, identiques à ceux ayant servi à l'internement de Richard, 15 ans plus tôt. Découverte capitale. Parmi ces papiers, un test de paternité non daté, qui établissait de façon indubitable que la jeune Émilie était la fille biologique de Richard. Cette révélation balaya les certitudes des enquêteurs. Non seulement Richard avait été enfermé injustement, mais Lorraine lui avait aussi dissimulé l'existence d'une fille. Cela expliquait peut-être la détermination de Lorraine à écarter Richard de sa vie. Certains éléments laissaient penser qu'elle avait orchestré toute cette mise en scène pour jouir de son argent et de sa liberté, sans être embarrassée par un compagnon dont la naïveté l'aurait pourtant rendue manipulable. L'équipe en charge du dossier élargit alors ses recherches, questionnant d'anciens médecins généralistes, vérifiant les signatures figurant sur les rapports, et la fraude finit par éclater au grand jour. Tout portait à croire que Lorraine avait bel et bien mis en place ce stratagème vicieux pour évincer Richard de sa propre vie. Ainsi, le jour où cette preuve cruciale fut communiquée aux autorités, la presse locale s'empara de l'affaire et la médiatisa largement. Les médias de Middlebury et des environs, ordinairement si discrets, firent leurs gros titres sur l'odieux mensonge de Lorraine, la mort tragique d'une adolescente innocente, et l'internement abusif de l'homme qui se retrouva malgré tout responsable d'un double homicide. L'opinion publique se déchira entre ceux qui, outrés par la manipulation de Lorraine, estimèrent que Richard n'était pas le seul coupable dans cette histoire, et ceux qui, conscients de l'horreur d'un meurtre perpétré sur une jeune fille de 17 ans, refusaient toute forme d'excuse. La suite du dossier conduisit au procès. Au tribunal, la salle d'audience était comble. L'accusation présentait Richard comme un homme devenu tellement assoiffé de vengeance qu'il avait volontairement planifié et perpétré ses actes. L'avocat de l'accusation rappela, en s'appuyant sur les faits, que même si Richard avait subi une injustice, rien ne justifiait l'assassinat sauvage d'une femme et de sa fille. La défense, quant à elle, s'efforça de montrer l'état psychologique fragilisé de Richard. 15 ans d'hôpital psychiatrique pour des raisons fallacieuses, une existence laminée, l'accumulation d'une colère intérieure dévorante. Le défenseur de Richard insista sur l'énorme préjudice moral et financier causé par Lorraine, soulignant la découverte de documents falsifiés. Plusieurs rapports d'experts psychiatriques cités par la défense confirmèrent que Richard, bien que lucide au moment des faits, subissait les séquelles traumatiques d'une longue détention injustifiée. Durant les audiences, des témoins de la communauté locale vinrent évoquer la personnalité de Lorraine, certains allant jusqu'à admettre qu'elle pouvait se montrer froide, calculatrice, qu'elle avait un talent particulier pour manipuler son entourage afin d'obtenir ce qu'elle voulait. D'autres affirmèrent l'avoir toujours vue comme une femme charmante, dévouée à sa fille,
et restèrent persuadés que Richard n'était qu'un malade dangereux qui aurait inventé n'importe quoi pour tenter de s'exonérer. Une poignée de parents d'élèves du lycée d'Émilie prirent la parole pour souligner combien la jeune fille était lumineuse et gentille, déclarant leur incompréhension face à cet homicide brutal d'une mineure qui n'était pour rien dans les querelles des adultes. Le juge, d'abord attentif, se retrouva face à un cas complexe, une double tragédie, un coupable qui était lui-même une victime d'une machination manifeste. Les débats furent intenses. Les avocats de la défense tentèrent de convaincre le jury de la nécessité de considérer la manipulation extrême subie par leur client comme une circonstance atténuante, tandis que les représentants de l'accusation maintenaient que 2 vies avaient été supprimées de sang-froid et que la justice ne pouvait tolérer pareille rétribution personnelle. Au cours du procès, un moment particulièrement marquant se produisit lorsque le personnel de l'hôpital psychiatrique comparut pour confirmer que le dossier de Richard ne présentait pas de réelle pathologie au moment de son admission. Ils expliquèrent qu'ils s'étaient fiés aux preuves médicales fournies par Lorraine et aux incidents relatés par celle-ci. Leur manque de vérification approfondie avait conduit à un internement injustifié, prolongé par inattention ou excès de prudence. Les médecins reconnaissaient également que la prise de certains médicaments puissants avait pu altérer l'état mental de Richard et renforcer la confusion qui l'empêchait de se défendre contre cette injustice. Un élément de poids dans la démonstration de la défense fut le test de paternité prouvant que Richard était le père d'Émilie. Ce point jeta une lumière supplémentaire sur les réelles motivations de Lorraine. Pour quelle raison avait-elle tenu à tout prix à maintenir Richard à l'écart de cette vérité? Les hypothèses allèrent de la simple volonté de toucher d'éventuelles aides ou rentes à l'idée qu'elle ne voulait surtout pas partager la garde de l'enfant, de peur de perdre une partie de ses biens ou de sa liberté d'agir. L'avocat de la défense souligna encore et encore ce mensonge cruel qui avait privé Richard de toute relation avec sa propre fille, tout en lui volant 15 ans de son existence. Malgré la complexité et le caractère tragique du dossier, le procès aboutit finalement à un verdict sans équivoque. Reconnu coupable de double homicide, Richard fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les jurés avaient non beau se déclarer attristés par les circonstances qui avaient prévu-poussé un homme à agir ainsi. Ils estimaient que l'assassinat violent d'une mère et de sa fille ne pouvait être absous. La sentence fut prononcée dans un silence pesant. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la communauté de Middlebury fut profondément ébranlée. Les habitants débattirent longuement du caractère dramatique de cette affaire, partagée entre la compassion pour un homme brisé et la rage provoquée par la mort d'une jeune adolescente. Les médias nationaux finirent par s'emparer du sujet, soulignant l'importance de vérifier rigoureusement tout dossier avant de prononcer une hospitalisation d'office, dénonçant aussi la facilité avec laquelle une personne mal intentionnée pouvait abuser du système psychiatrique. Une association locale de défense des victimes réclama la mise en place de réformes plus strictes pour empêcher que des individus ne soient internés à la légère ou sur la base de faux documents. L'histoire de Richard et Lorraine alimenta d'innombrables débats télévisés, des éditoriaux, des articles fouillés tentant de déterminer s'il existait un point de non-retour dans les vengeances personnelles. Certains habitants confièrent aux journalistes qu'ils se sentaient coupables de ne pas avoir su repérer la détresse ou la supercherie à l'époque. D'autres soutinrent que Lorraine avait si bien joué son rôle qu'il était impossible de deviner ses machinations. Parmi les découvertes les plus douloureuses, la dissimulation de la paternité de Richard continua de hanter les esprits. De nombreux citoyens se demandèrent quel aurait été le destin d'Émilie si elle avait pu connaître son père et si, grâce à ce lien, il n'y aurait pas eu un espoir d'éviter un tel carnage. Au sein de la prison,
où Richard purgeait déjà sa peine, un programme de suivi psychologique fut mis en place à son attention. Les spécialistes qui le rencontraient évoquaient un homme à la fois lucide et détruit, regrettant profondément la mort d'Émilie, reconnaissant aussi n'avoir eu aucune compassion pour Lorraine au moment fatidique. Il répétait inlassablement « Je voulais seulement qu'elle paie pour tout ce qu'elle m'avait fait. » Dans ses rares correspondances ou communications, il admettait être hanté par l'idée qu'il avait tué sa propre fille, encore plus depuis qu'il avait appris la vérité. Une détresse qui le minait davantage chaque jour. D'un point de vue légal, l'affaire suscita des interrogations sur la responsabilité de ceux qui avaient contribué à l'internement de Richard. Certains parlaient de poursuites éventuelles contre l'hôpital pour négligence et contre divers médecins pour non-respect de protocoles élémentaires. Toutefois, la justice ne parvint jamais à établir la responsabilité pénale directe d'un soignant, car tous affirmaient avoir agi de bonne foi sur la base de documents en apparence fiables et du récit convaincant de Lorraine. Les poursuites à ce sujet se conclurent rapidement, ne donnant lieu qu'à des réprimandes discrètes et à des promesses de réforme interne. L'affaire marqua aussi un tournant médiatique dans la région. Les programmes de radio et les quotidiens lancèrent de grands débats sur la santé mentale, la manipulation et la façon dont des personnes innocentes pouvaient se retrouver prises dans des engrenages kafkaïens. Des initiatives de soutien virent le jour, comme la création d'un numéro vert dédié aux personnes qui pensaient être victimes de faux diagnostics ou d'abus psychologiques. Des associations plaidèrent pour une révision plus stricte de la procédure d'internement psychiatrique, ainsi que pour une analyse plus approfondie des témoins et des preuves lorsqu'une personne était désignée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Aujourd'hui, beaucoup de questions demeurent sans réponse précise. Les souvenirs qu'ont les gens de Middlebury sont confus et contradictoires. Certains se rappellent un Richard souriant, d'autres un Richard déjà taciturne. Lorraine est décrite par certains comme charmante, par d'autres comme un vrai serpent. Ce qui est certain, c'est qu'elle a su tirer les ficelles de la situation pendant de nombreuses années, au point d'enfermer un homme et de le priver de toute dignité, sans que personne ne s'en alarme. Et il est tout aussi sûr que Richard, en tuant Lorraine et Émilie, a commis l'irréparable. Les conséquences pour les proches de Lorraine furent lourdes. Une parente éloignée, interrogée brièvement par la police, avoua ne pas avoir entretenu de rapports étroits avec Lorraine depuis des années, précisément à cause de différends financiers. D'autres membres de la communauté, qui la connaissaient par le biais de son agence immobilière, se dirent choqués, réalisant a posteriori qu'elle avait pu utiliser sa maîtrise des apparences pour emporter la confiance de beaucoup de gens. Concernant Émilie, un hommage fut rendu au lycée où elle était scolarisée. Une plaque commémorative fut installée dans le gymnase où elle aimait s'entraîner au volley-ball. Les professeurs, les camarades de classe, tous se souvenaient d'une jeune fille brillante et sportive, la décrivant comme une élève déterminée, appréciée dans son équipe et toujours volontaire pour encadrer les plus jeunes. La ville de Middlebury, un temps obsédée par cette affaire, finit par se replier dans une forme de discrétion prudente. Les habitants avaient l'impression de vivre sous le regard des médias nationaux, ce qui suscita un malaise général. À mesure que l'attention médiatique décroissait, les gens espéraient pouvoir tourner la page, mais le souvenir de ce crime resta gravé dans les mémoires. Tous étaient conscients que cette tragédie laissait une famille décimée, un homme en prison pour le restant de ses jours, et une leçon douloureuse sur la fragilité des apparences. Avec le temps, on vit fleurir dans le centre-ville de Middlebury des panneaux de sensibilisation sur la santé mentale, invitant chacun à se montrer attentif aux signes de détresse chez autrui ainsi qu'aux possibles abus. Des tables rondes furent organisées, réunissant des psychologues, des avocats et des représentants d'associations dédiées aux droits des patients.
Chacun discutait de la nécessité de partager l'information, de la dangerosité potentielle de la manipulation psychologique et du risque que l'institution psychiatrique ne soit instrumentalisée à des fins malveillantes. Ce besoin urgent d'améliorer la vigilance et la transparence fut probablement l'un des rares aspects positifs à ressortir d'un événement aussi sombre. Pour beaucoup, la grande énigme demeure la part de lucidité qu'avait Richard au moment d'entrer dans la maison de Lorraine. Avait-il prémédité son crime? Était-il submergé par la rage? Cherchait-il seulement à s'expliquer? Puis s'était-il emporté face aux refus ou aux provocations éventuelles de Lorraine? Personne ne le saura jamais avec certitude. Les enquêteurs, lors de leur déposition finale, affirmèrent simplement que tout portait à croire que l'acte se situait entre préméditation et impulsivité, la rancune de Richard étant si forte qu'elle l'avait fait franchir la ligne rouge le moment venu. Les mots terribles qu'il prononça lors de sa garde à vue, ce « j'ai tout perdu, elle devait payer », restèrent gravés dans les rapports officiels, comme un sinistre rappel de l'aveuglement que peut engendrer la vengeance. Ainsi, l'affaire se conclut sur la condamnation de Richard à la réclusion criminelle, à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Un dénouement sévère, mais cohérent avec la gravité du double meurtre. Pourtant, même après le jugement, de nombreuses voix continuèrent de s'élever pour interroger la moralité de l'histoire, sur la frontière entre la victime et le bourreau. Certains membres de groupes de soutien psychologique protestèrent contre le fait que le système avait manqué à son devoir, en n'empêchant pas Lorraine de piéger Richard, et en ne détectant pas l'imposture des fausses preuves médicales. Ils considéraient la justice trop rigide, arguant qu'avec un meilleur encadrement, un soutien psychologique adapté à sa sortie, ou une médiation, peut-être aurait-on évité le drame. D'autres, au contraire, maintenaient qu'aucune circonstance, aussi injuste fût-elle, ne devait conduire à accepter l'assassinat d'une jeune fille de 17 ans. Aujourd'hui, les familles éclatées, le souvenir douloureux et le débat autour de la manipulation restent les principaux héritages de ce drame. Au fil des ans, l'histoire de Middlebury est désormais marquée par ce cas d'école de manipulation extrême, de faux diagnostics psychiatriques et par l'irréversible passage à l'acte. Beaucoup y voient un récit édifiant sur la nécessité de prendre du recul, de ne pas se fier aux apparences, et surtout de toujours mettre en question la validité des preuves et témoignages lorsqu'une décision aussi lourde que l'internement psychiatrique se profile. Pour ma part, j'éprouve toujours un mélange de tristesse et de perplexité en pensant à la souffrance de ces personnes, chacune enfermée dans ses propres mensonges ou dans ses propres ressentiments. Personne ne sort indemne d'une affaire pareille. Je crois profondément que même lorsque l'on cherche la vérité et la justice, on ne se débarrasse jamais totalement de la conscience d'avoir été témoin d'un drame humain d'une ampleur insoutenable. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et d'avoir suivi ce récit. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que ce récit vous a interpellé et qu'il vous a donné quelques pistes de réflexion sur la complexité des relations humaines et des dysfonctionnements du système. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur cette chaîne en découvrant d'autres histoires tout aussi fascinantes, car chaque affaire de ce genre recèle des enseignements qui peuvent nous éclairer sur nous-mêmes et sur notre société. J'ai déjà d'autres récits en préparation, alors n'hésitez pas à rester connectés. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, selon l'endroit où vous vous trouvez.